Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver. Pour cette vidéo, on va faire le bilan ensemble des séances que nous avons vues avant les vacances. Donc il s'agit du robot Mbot et notamment pour cette première séance, c'est la découverte des capteurs des actionneurs. Alors, je vous ai demandé de visualiser dans un premier temps le robot Mbot pour vous remémorer le fonctionnement de ce dernier. Il y avait une première activité avec la Betacom, justement pour bien comprendre que finalement le besoin de ce robot était intéressant dans notre cas à l'école. Ensuite, l'activité 2, c'est la pieuvre, donc c'est un petit rappel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, l'activité 3, il s'agissait de regarder dans un premier temps les deux vidéos sur les capteurs et les actionneurs, donc ce que vous avez tous fait, puisque vous avez réussi à bien répondre à l'activité 3. Et j'ai eu de très bonnes réponses, bien sûr. C'était, on va dire, une première partie qui était quand même abordable et assez simple. Alors pour les corrections que vous voyez ici à l'écran, je vous envoie ces corrections sur École Direct, donc en PDF. Vous aurez le temps de contrôler, de vérifier les réponses que vous avez mises. Voilà, donc pour l'activité 3 aussi. Donc après, je vous avais demandé d'écrire le cours, je retiens, sur le principe de fonctionnement d'un capteur, d'un codeur, d'un détecteur, de sauvegarder la fiche synthèse et de visualiser la vidéo du cours qui est disponible sur École Direct dans le cloud de votre classe. Voilà. Donc pour cette vidéo, ce que j'aimerais surtout, c'est que on corrige ensemble les exercices qui étaient plutôt difficiles pour certains élèves. Donc on va y venir. Donc là, on a la nature du signal dans le cours et on a aussi la nature d'une information logique ou analogique. Et si on a regardé les trois vidéos, si on a regardé les trois cours, le principe du fonctionnement d'un capteur, la nature du signal et la nature d'une information, a priori, il n'y a pas de souci pour réaliser les exercices. Mais il faut savoir que parfois, certains d'entre vous ne lisent pas les énoncés ou se précipitent et cherchent la complexité. J'ai pu discuter avec plusieurs élèves qui m'ont contacté via Skype et on s'est rendu compte ensemble que finalement, c'était pas du tout un problème de difficulté lié à l'exercice, mais plutôt un problème de compréhension et aussi et surtout de recherche de réponses complexes. Il faut vraiment rester simple. Alors c'est parti. Donc là pour l'exercice 1, il s'agissait de décrire un élément d'acquisition d'information. Pour pouvoir répondre à cette question, on avait dans un premier temps ici l'énoncé. Pour chaque élément d'acquisition de l'information, indiquer la grandeur physique qui prélève ou qui le fait varier. Donc lumière, appui, température, faisceau infrarouge et le signal délivré, donc analogique ou logique. Donc déjà là, on a tous les éléments de réponse puisque c'est ce qu'on va utiliser pour compléter ce tableau. Là, c'est pareil, il y a plein d'élèves qui ont cherché des mots autre part que ce que j'ai proposé ici, donc ce qui était proposé tout à fait dans l'énoncé. Donc, si je prends par exemple le capteur premier capteur, on va dire, c'est celui-ci, la barrière infrarouge. Donc, en lisant à chaque fois l'explication de chaque capteur, on va pouvoir très facilement compléter les grandeurs physiques et le signal. Donc, on y va. La barrière infrarouge se compose d'un émetteur de rayons infrarouges et d'un récepteur. Émetteur, récepteur. Donc, il y a quelque chose qui est émis, il y a quelque chose qui réceptionne. On est bien d'accord que là, il y a quelque chose qui part et quelque chose qui reçoit. La détection d'un objet se fait par coupure du faisceau lumineux. Donc là, ce que vous voyez en rouge, c'est un faisceau lumineux. Donc, tout simplement en lisant l'explication de la barrière infrarouge, je comprends que finalement la grandeur physique, c'est bien un faisceau infrarouge. C'est écrit, de toute façon, fallait pas chercher ailleurs. Le signal, alors là, c'est un peu plus compliqué si on n'a pas au préalable vraiment bien regardé
les vidéos du cours. Parce que dans le cours, il y avait, tout était bien expliqué. C'est-à-dire que on a soit des signaux qui sont logiques, donc 0 ou 1, qui ont 2 valeurs, soit des signaux qui sont analogiques, qui peuvent donc avoir plusieurs valeurs. Je prends la thermistance, qui est un semi-conducteur thermosensible, dont la résistance varie avec la température. On a bien le mot varié. Donc quand on voit le mot varié, ça veut dire qu'il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs réponses. Donc là c'est pareil. Concernant les réponses, si on prend la thermistance, ici on va tout de suite savoir que c'est analogique. Il n'y a pas deux possibilités, il y en a plusieurs puisque ça varie. Je prends maintenant la photorésistance. Donc c'est un composant dont la résistance varie en fonction de la lumière. Donc là, pareil que tout à l'heure, il y a le mot varié. Si ça varie, on peut avoir plusieurs valeurs. Donc c'est bien aussi, on va dire, un élément qui a un signal qui est analogique. Voilà. Enfin, le micro-rupteur à levier permet, quand un élément entre en contact avec la lamelle, de fermer ou d'ouvrir. On est bien d'accord que là, il y a deux possibilités, fermer ou ouvrir. C'est bien logique. J'ai volontairement commencé par le signal parce que c'est plus simple. Si on prend maintenant les grandeurs physiques, tout à l'heure je vous ai parlé de la barrière infrarouge, donc c'était bien un faisceau infrarouge. Si on prend la photorésistance, eh bien c'est la lumière. Les réponses étaient disponibles ici. Donc il y avait juste à regarder et à réfléchir un peu. Là on vous dit que c'est la lumière. Donc forcément, ici ce sera la lumière. Enfin, la thermistance est un semi-conducteur thermosensible dont la résistance varie avec la température. Voilà, température, pareil, le mot apparaît. Donc on va pas chercher, on va pas se compliquer la vie, toutes les réponses sont là. Et enfin, le micro-rupteur. Donc on appuie sur cet élément, sur cette lamelle, le levier, qui va faire passer ou pas donc le contact. Voilà. Donc le premier exercice est corrigé, on va passer au suivant. Voilà, maintenant nous passons à la correction du deuxième exercice. Alors, cet exercice-là, c'était utiliser un détecteur. Donc, pareil que tout à l'heure, on lit d'abord bien l'énoncé afin de bien s'approprier et bien comprendre de quoi il s'agit. Alors, un système d'alarme entrée-intrusion doit être installé dans une maison. Les éléments de détection sont placés sur les différentes issues. Un aimant est inséré sur le battant mobile de la fenêtre. L'ILS, interrupteur à lame souple, est fixé sur la paroi. Le champ magnétique généré par l'aimant provoque une déformation des lamelles de l'ILS, entraînant l'ouverture ou la fermeture d'un circuit électrique. Observez le test et répondez aux questions. Donc là, j'ai bien lu. On peut déjà découvrir plein de petites choses avant de commencer à vouloir répondre aux questions. On est bien d'accord que là, on parle, par exemple, d'ouverture ou de fermeture. Donc, on saura que c'est bien un signal qui est logique. Voilà. Donc, ça, c'est déjà une chose. Ensuite, on parle de champ magnétique. C'est bien une grandeur. Donc, pareil, on se garde bien ça en tête. On se dit que finalement, on a un capteur qui va être logique, dont la grandeur physique et un champ magnétique. On a d'autres informations quand on regarde, on observe toujours les schémas. Donc là, on a une explication par rapport au texte. Donc là, on voit l'aimant. Ici, on voit qu'il y a une petite indication qui nous montre que finalement l'information elle va aller vers le boîtier de traitement. On voit bien qu'ici il y a écrit ILS, donc interrupteur à lame souple. Là. On voit bien qu'il y a un aimant, c'est un champ électromagnétique. On voit bien qu'il y a un interrupteur à lame souple ici sur la carte. On a donc un voltmètre qui va nous donner des indications par rapport donc, à la grandeur mesurée.
et on a un boîtier de traitement. Alors, l'aimant. Donc, quand l'aimant est proche de l'ILS, il y a une valeur sur le voltmètre qui est de 0 volts. Quand on éloigne l'aimant, il y a 5 volts. Donc, ça veut dire que, finalement, l'aimant, quand il se rapproche, il y a plus de courant, il y a 0 volts, et quand on l'éloigne, il y a 5 volts. Tout simplement. Alors, nous allons passer aux questions. Première question. À quelle grandeur physique l'ILS réagit-il? Alors, dans l'explication tout à l'heure, je vous ai donné des éléments de réponse. Effectivement, l'ILS réagit au magnétisme produit par l'aimant. Je n'ai rien inventé. Tout est écrit dans la présentation de l'exercice. Deuxième question. Combien de valeurs peut-il délivrer? Eh bien, c'est comme tout à l'heure. On regarde bien, il y a bien deux valeurs qui peuvent être délivrées, 0 volts ou 5 volts. Quel est le type de signal délivré? Logique ou analogique? Ça, on l'a vu tout à l'heure aussi, puisque il y a deux valeurs qui peuvent être mesurées, 0 volts ou 5 volts. On est bien d'accord que c'est logique. Très bien. Ensuite, la question numéro 4. Quelle information est donnée par ce signal? Alors, l'information qui est donnée par ce signal correspond à l'état de la fenêtre. Si elle est fermée ou si elle est ouverte. Forcément. Puisque si on a envie que l'alarme se mette en route, vous voyez, dans le système avec la fenêtre, donc il va falloir que elle se mette à sonner si quelqu'un ouvrait cette partie donc, de la fenêtre. Donc, je pense que vous aurez bien compris que il suffit de lire les énoncés pour comprendre. C'est vraiment important de bien lire, de bien comprendre et surtout que les systèmes sont imaginés et fabriqués pour que les personnes puissent les utiliser très facilement. Gardez toujours bien ça en tête. Voilà, maintenant passons à l'exercice suivant. Donc l'exercice numéro 3, alarme incendie. Donc là, nous avons, comme tout à l'heure, l'énoncé à lire correctement. Donc, à l'intérieur d'une alarme incendie, une telle émet en permanence de la lumière dans une chambre de détection. Émet en permanence de la lumière. Donc là, pareil que tout à l'heure, on réfléchit déjà aux termes utilisés et on garde bien ça dans sa tête. La photodiode placée derrière la paroi ne reçoit pas la lumière. Si de la fumée s'infiltre dans la chambre de détection, la lumière émise par la DEL est conduite par réflexion de l'autre côté de la paroi où se trouve la photodiode. Le comportement du circuit est décrit par les graphes. Donc là, on a des graphes. Donc on a photodiode, on a la carte, et on a deux graphes. On a le signal, donc 0 ou 5 volts, le temps, et on a la luminosité transmise. Donc là, apparition de fumée, on a une courbe qui va apparaître. Voilà, donc maintenant on passe aux questions. Quelle grandeur physique de la photodiode détecte-t-elle? Quelle grandeur physique la photodiode détecte-t-elle? La photodiode détecte de la lumière. Ça, c'était simple. Combien de valeurs le signal délivré peut-il prendre? Le signal peut en prendre deux valeurs. Quelle est l'information donnée par ce signal? L'information donnée par ce signal est la présence de fumée. Cet élément se comporte-t-il comme un capteur ou comme un détecteur? Cet élément se comporte comme un détecteur. C'est un détecteur de fumée. Soit il y a de la fumée, soit il n'y en a pas. C'est un détecteur. Cet exercice-là était assez simple, j'ai eu de bonnes réponses. Donc je vais passer au suivant. L'exercice numéro 4, c'est la validation du prototype d'un robot. Alors là, il y a eu un peu plus de difficultés. Mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous auriez pu résoudre ça. Alors, ce robot doit satisfaire le cahier des charges dont un extrait est présenté ci-dessous. Alors,
fonction est contrainte. Le robot doit évoluer sur le terrain. Le robot doit éviter des obstacles. Critères d'appréciation. Pour la fonction numéro 1, fonction le robot doit évoluer sur le terrain. Il faut déterminer le sens de déplacement. Donc, c'est ce que ça va être que à droite et à gauche, devant, derrière, etc. Voilà, il faut trouver un niveau. Et là, le niveau, c'est donc, il peut aller dans tous les sens. Ensuite, le critère d'appréciation, c'est la vitesse de déplacement. Donc, au maximum, le robot pourra se déplacer à 0,1 mètre par seconde. En une seconde, pardon, il va pouvoir parcourir 0,1 mètre. Le robot doit éviter des obstacles, donc dans cette fonction-là, contrainte-là, on a une distance de détection. Voilà, donc concernant cette contrainte, donc la distance de détection, le niveau c'est 0,1 mètre. Donc le robot est équipé d'un télémètre à ultrasons. Avec le robot MBOT, nous avons vu ce capteur ultrason. Et donc bien là, il s'agit exactement du même capteur. D'ailleurs, vous avez bien dû le reconnaître avec ces formes qui ressemblent à des yeux finalement. Voilà. Donc un émetteur envoie un signal ultrason vers une cible qui le renvoie vers le récepteur. La durée de l'écho est convertie en distance. Donc là, il y a donc le son qui est envoyé et il y a un obstacle, hop, il retourne vers le récepteur et avec la durée d'écho, il y a un calcul qui est fait. C'est tout simplement de cette manière-là que ça fonctionne. Voilà. Alors, maintenant, les questions. C'est parti. Donc, pour la performance du cahier des charges, le télémètre doit-il satisfaire? Pardon. Donc, le télémètre doit détecter les obstacles à une distance de 0,1 mètre. Donc, ça, c'était une des performances qui était donc donnée dans l'énoncé. Ensuite, mettez en place un protocole de test de la distance de détection de l'obstacle. Précisez les instruments à utiliser et la procédure du test. Là, il s'agissait donc de trouver des éléments qui permettent de mesurer tout simplement la distance à laquelle le robot s'arrête. Donc, si par exemple vous programmez le robot pour qu'il s'arrête à 8 cm d'un obstacle, eh bien, vous devez trouver une méthode pour vérifier que ce dernier s'est bien arrêté à cette distance-là. Et on vous demande donc, là, dans cette question, de trouver une idée pour mesurer, justement, l'arrêt par rapport à l'obstacle du robot. Alors, en fin de compte, la question était très simple. Et je ne sais pas pourquoi vous vous êtes compliqué la vie. C'est vraiment, dans les réponses, je me suis dit, finalement, c'était tellement simple que vous avez cru que ça allait être une réponse, voilà, où vous deviez chercher un protocole sorti de je ne sais où. Alors, il suffisait de placer un réglé, une petite règle, contre l'obstacle et commander le robot pour qu'il s'approche de l'obstacle. Puis mesurer la distance à partir de laquelle il s'arrête. Tout simplement. Voilà. Donc vous mettez n'importe quel obstacle, ça peut être un cahier, ça peut être un sac, le pied d'une table, et vous programmez le robot pour qu'il s'arrête par exemple à 2 cm de cet obstacle, et ensuite, quand il s'y arrête, vous mesurez, c'est tout. Voilà. Donc il y a bien une règle à utiliser. Voilà, c'était très simple. Ensuite, décrivez le type de signal délivré par le télémètre. Alors, cette question, elle est pareil, pour moi, elle me... Enfin, je sais pas, je vous dis toujours c'est simple, vous allez me dire oui, vous dites toujours c'est simple, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais bon, décrivez le type de signal délivré par le télémètre. Est-ce que dans ce cas-là, le télémètre, il mesure que 2 propositions? Est-ce qu'il mesure 0 ou une proposition? Non, il mesure tout le temps, puisqu'il faut bien qu'il sache où il en est, ce télémètre. Puisque le robot avance. Si on met le robot à 2 mètres de l'obstacle, il faut bien qu'il puisse calculer jusqu'à ce qu'il soit arrivé aux 2 cm qu'on a prévu normalement.
Donc c'est bien un capteur qui est analogique. Voilà. J'espère que vous avez compris. De toute façon, après cette vidéo, si vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter via Skype ou par mail, mais je préfère Skype parce que c'est plus simple, hein, c'est du direct, hein, Skype. Hein, je suis connectée tout le temps, donc on me dit voilà, j'ai regardé la vidéo, madame, est-ce que vous pouvez m'expliquer? J'ai pas compris encore l'exercice, par exemple là, le numéro 4, et vous me dites j'ai pas compris la question 2, j'ai pas compris, madame. Voilà. Moi, je me ferai plaisir de vous expliquer. Voilà. Donc on continue, on a encore 2 questions. Alors la question 4. Le programme du robot est prévu pour comparer la valeur lue par le télémètre avec la valeur numérique 10. Donc, on a programmé 10. On a demandé au robot de s'arrêter à 10 cm de l'obstacle. Le robot ne détecte l'obstacle qu'à une distance de 8 cm. Quelle correction doit-on réaliser sur le programme pour remédier au problème? Alors, imaginez-vous, vous êtes en classe, que je vous ai demandé de programmer un bot pour qu'il s'arrête à 10 cm de votre sac d'école. Je vous demande ensuite de mesurer la distance entre le sac et le robot, et à votre grande surprise, vous découvrez qu'il s'est arrêté à 8 cm. Et la question, c'est qu'allez-vous pouvoir faire pour qu'il s'arrête à 10 cm quand vous avez envie, comme je vous l'ai demandé, pas à 8. Donc là, il y a une possibilité, eh bien, de gérer ce souci avec le programme, tout simplement, dans MBlock. Vous savez, le programme où on programme le robot donc sur les ordinateurs avec les différentes instructions. Voilà. Donc, réponse, c'est pour remédier au problème, il faut augmenter la valeur numérique prise en compte dans le traitement d'entrée. Donc, si on augmente, si on voulait 10 et qu'il s'arrête à 8, on va monter à 12 et là, il y aura plus 2 et il s'arrêtera à 10. Donc là, on peut vraiment interagir et faire en sorte que le robot, finalement, il s'arrête exactement à 10 cm. Donc, on fait en quelque sorte un étalonnage, hein, c'est ce qu'on peut dire. Et, on va régler nous-mêmes avec le programme la différence entre la théorie et la pratique. Voilà. J'espère que vous avez compris, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas, appelez-moi sur Skype, je me ferai vraiment un grand plaisir à vous répondre. Question 5. En tenant compte des performances présentées dans l'extrait du cahier des charges du robot, mettez en place un protocole de mesure de la vitesse du robot, présentez le matériel et la procédure à utiliser. Donc là, il s'agit de mesurer la vitesse du robot. Dans l'énoncé, si vous vous souvenez bien, on vous disait que la vitesse de déplacement elle est de 0,1 mètre par seconde maximum. Hein. Donc, le robot il avance de 0,1 mètre par seconde. Alors, comment allons-nous faire? Ce qui est facile à réaliser en classe, on pourrait très bien le faire. Hein. Voilà, donc le protocole de mesure de la vitesse du robot prévoit un parcours rectiligne de 1 mètre de distance et de chronométrer le temps mis par le robot pour parcourir sa distance. Je suis là pour vous, n'hésitez pas. Vous avez quasiment tous Skype. Vous me contactez, vous me donnez vraiment vos difficultés. Vous me dites, madame, j'ai vraiment pas compris et je vous réexplique. Voilà. Très bien. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et voilà. Donc, j'espère que vous aurez des questions. Comme ça, je serai contente de pouvoir